Alors, je vais me présenter, mais en amont, je pense qu'il faut que je vais me lever. Je vais me lever pour saluer ici deux victoires communistes essentielles, deux victoires exemplaires et deux victoires populaires. Celle qu'on a obtenue autour du 8 mars sur la constitutionnalité de l'IVG. Et c'est, il faut le rappeler, Laurence Cohen, sénatrice communiste qui pour la première fois a porté cette loi il y a 6 ans. Et il faut reconnaître, c'est une victoire communiste. Évidemment, c'est une victoire de toutes les féministes qui luttent dans leurs associations, leurs organisations politiques et syndicales. Mais elle a été portée par Laurence Cohen. Et aujourd'hui, la victoire communiste de nos sénateurs qui ont réussi à placer le vote du CETA, qui est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada et qui devait inonder les marchés européens et le marché français de lait notamment, mais aussi de volaille. Donc aujourd'hui, bravo qui devait inonder le marché, mais au détriment évidemment de l'écologie, parce que faire venir du bout du monde des produits qu'on est capable de produire ici, c'est purement inacceptable et au détriment de la santé des populations puisque les normes environnementales et les normes sanitaires n'étaient pas respectées. Donc je crois que c'est très important. On peut saluer l'action communiste. On peut applaudir nos représentants au Sénat. Alors, je sais on m'a demandé de me présenter parce que je ne connais pas tout le monde. Mon activité militante a essentiellement tourné autour du syndicalisme. Mais pour vous avouer, je suis au Parti communiste depuis très longtemps, grâce à 2 personnes qui sont dans la salle en plus, puisque j'ai habité en Eure-et-Loir pendant très longtemps avant de muter à Paris. Donc mon activité syndicale, j'ai toujours mené sur 2 jambes. La première jambe, c'est d'être à l'exécutif de la FSU sur la question d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et pendant mes 15 ans de confrontation avec les ministères, on a quand même obtenu des choses, des leviers, et notamment des plans d'action dans la fonction publique et des cellules d'écoute pour toutes les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Le problème, c'est qu'il y a des freins du côté du gouvernement, qu'il y a un manque de financement avéré de ces problématiques de lutte pour les droits des femmes, et que pour l'instant, la concrétisation n'est pas encore là. Mais on va continuer le combat avec d'autres camarades aussi de la CGT dans ces instances. J'ai été dans le mouvement retraite, je faisais partie de l'Interpro sur ce volet justement égalité pro. On a réussi avec l'intersyndicale à mener évidemment un mouvement formidable. On a réussi aussi à montrer que les mensonges du gouvernement qui disait à l'époque cette réforme sera plus juste pour les femmes, et grâce à l'action intersyndicale et aussi avec les associations féministes, nous avons fait tomber cet argument. Nous avons réussi à embarquer beaucoup plus de femmes dans les mobilisations, au-delà même des adhérents de chez nous. Et bon, malheureusement, vous savez comment ça s'est terminé. Je suis une ancienne sportive, donc malheureusement, quand j'ai pas gagné, je sais qu'on a perdu. Maintenant, j'ai échangé quand même avec quelques députés communistes d'autres pays, et ils nous ont dit, et ça c'est à mettre à notre actif, que le magnifique mouvement social qu'on a créé a empêché certains autres pays, notamment la Belgique, qui avait en tête de monter l'âge de la retraite à 67 ans. Ils y ont renoncé quand ils ont vu la capacité de mobilisation en France sur cette question-là. Donc on a eu des effets, malheureusement, qui ne sont pas effectifs pour nous, mais sachez que notre mobilisation n'a pas été pour rien. Je mène aussi une lutte très difficile, qui est une lutte sur les lycées professionnels. Les lycées professionnels scolarisent aujourd'hui 650 000 jeunes. En gros, c'est un tiers de la jeunesse lycéenne. Ils ont pour caractéristique d'être les enfants des classes populaires. C'est des jeunes qui cumulent beaucoup de difficultés scolaires certes, mais difficultés sociales, économiques, et pour qui le lycée professionnel est
est un outil central pour les remobiliser dans l'accès à un diplôme. On forme au métier d'ouvrier, au métier d'employé de demain. Et le gouvernement actuel et les ministres successifs dans l'éducation nationale, parce que c'est la valse des ministres, ont décidé purement et simplement d'offrir la formation professionnelle au patronat. C'est-à-dire qu'ils veulent faire basculer nos lycées professionnels en sorte de centre d'insertion à l'emploi. C'est un renoncement complet pour l'ambition scolaire qu'on pourrait avoir pour les jeunes de milieux populaires. Et vous voyez que ça s'inscrit dans les réformes actuelles dans l'éducation nationale qui, en fait, toutes participent au tri social, c'est-à-dire un État qui veut financer pour une certaine classe et qui veut et qui renonce complètement et qui, les classes populaires, et qui, pour les classes populaires. C'est une lutte qui est extrêmement difficile parce que, comme les classes populaires, comme les métiers auxquels on conduit, les élèves de lycée professionnels sont des invisibles. Et comme on a applaudi les caissières, on a applaudi pendant la pandémie les aides à domicile, et puis la pandémie terminée, on n'a rien obtenu, elles n'ont rien obtenu, elles ont été renvoyées dans l'ombre. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que c'est une réforme majeure, mais elle n'a jamais fait la une du monde, elle a fait la une de l'humanité. Heureusement qu'on a notre journal pour montrer les luttes qu'on mène. Et elle s'inscrit, c'est pas une réforme scolaire, elle s'inscrit vraiment dans un projet de société, au même titre que la réforme des retraites, au même titre que la réforme du chômage, c'est-à-dire mettre tout le monde au boulot, au détriment de la qualité de l'emploi, sur des contrats précaires, au détriment même de la réalité de l'emploi. On voit ce qui se passe avec la nouvelle loi sur l'assurance chômage qui veut réduire encore les indemnités chômage pour les seniors, alors même que les entreprises les jettent comme des Kleenex aujourd'hui. Et donc, nos gamins de lycée professionnel, on veut les mettre au boulot, quoi qu'il se passe, au détriment de leur certification et de leur diplôme, donc mettre en péril leur avenir en réalité. Alors, je vais rentrer directement sur la campagne avec les enjeux de cette campagne. On sait bien, la campagne pour les élections européennes est extrêmement compliquée parce qu'il va falloir qu'on soit capable, dans les porte-à-porte, dans les périodes de tractage, etc., de montrer que les décisions qui sont prises à Bruxelles ont des conséquences concrètes aujourd'hui sur la vie quotidienne de la population. Et alors, je pense que la séquence sur l'agriculture, là, ce qui s'est passé aussi avec aujourd'hui au Sénat, peut nous aider. Je crois que ça a rendu visible ce qu'était un traité de libre-échange. Aujourd'hui, tout le monde a à peu près compris que ces traités de libre-échange ont asphyxié une profession complète que sont les agriculteurs. Ils ont mis en lumière le fait que 18% des agriculteurs aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc il y a des combats, on vient d'en gagner un avec le Mercosur, avec le CETA, il y a le combat évidemment sur le Mercosur, mais on doit montrer aussi que, alors même qu'on est en plein mouvement, il y a un gros mouvement social sur l'agriculture, qu'est-ce que font les députés de droite, que ce qui soit les députés LR ou les députés, alors ils s'appellent PPE en Europe, ou Renew, ça c'est les députés Renaissance en Europe, ils se sont précipités pour signer le traité de libre-échange avec le Chili. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est de la viande bovine, c'est de la viande ovine. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est le marché européen qui va être inondé aussi de fruits et de miel. Et quand on voit les tests qui sont faits aujourd'hui sur le miel qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est une catastrophe sanitaire aussi, avec des produits qui ne respectent rien en termes de normes environnementales. Et les libéraux qui se pressent pour signer ne sont même incapables de proposer des clauses miroirs, c'est-à-dire des clauses de réciprocité. OK, au pire, ils pourraient dire on signe, mais vous respectez au moins les normes qui sont appliquées dans les pays où vous exportez. Et même cette petite exigence, ils sont incapables de l'avoir. Donc l'agriculture,
il y a aussi il y a un vrai sujet avec le sujet de l'agriculture qu'on peut transposer aussi, c'est la prédation de l'agro-industrie sur le travail des agriculteurs, puisque quand on regarde en fait la valeur ajoutée produite, la richesse produite par les agriculteurs, seuls 10% leur reste, c'est 90% de la richesse produite qui est immédiatement prise par l'agro-industrie, voire l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe pour nous, qui sommes des consommateurs ? Non seulement on continue, on est obligé d'acheter des produits de très mauvaise qualité, mais l'inflation n'a pas du tout bougé, parce que c'est un peu ce qu'ils disent. On va faire venir le poulet ukrainien parce qu'il est 2 fois moins cher que le poulet français, mais nous, quand on va faire nos courses, nos factures alimentaires restent très élevées, elles n'ont toujours pas baissé. Sur les factures, l'enjeu de cette campagne aussi, c'est de coller à la première préoccupation de la population. Et la première préoccupation de la population aujourd'hui, de tous et de toutes, ça reste notre pouvoir d'achat. Et là, il y a 2 leviers. Il y a la question des salaires, et on va voir que l'Europe a une responsabilité au niveau des salaires, mais il y a aussi les factures. Donc il y a la facture alimentaire qui pèse lourd dans notre budget, et il y a la facture électrique. Et tu en parleras peut-être après, mais nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe. Et pourtant, notre facture a bondi en août et a rebondi en février, et on va encore avoir des factures d'électricité qui vont continuer à augmenter, alors même qu'on fabrique cette électricité la moins chère. Et pourquoi ? Parce que en fait, l'électricité, elle n'est pas pensée comme un bien commun, elle est pensée comme un produit de spéculation. Elle est indexée sur le charbon allemand, elle est indexée sur le gaz, et on n'est pas du tout protégé des augmentations. C'est des choix politiques qui ont été faits évidemment dans d'autres pays, de vouloir sortir du nucléaire, implique aujourd'hui, je pense à l'Allemagne, implique aujourd'hui de grosses difficultés, la réouverture des mines de charbon qui ne permet pas d'atteindre la décarbonation en 2050, l'objectif de décarbonation en 2050. Je vais revenir sur le pouvoir d'achat parce que c'est extrêmement important. Il s'est passé quelque chose récemment, vous l'avez tous entendu, Bruno Le Maire a dit on va faire des coupes, on remet en place l'austérité avec des coupes fortes au niveau du budget de l'État. En réalité, c'est parti de décembre. En décembre, les dirigeants des États membres se sont réunis à Bruxelles et ont décidé d'un commun accord de remettre en place le fameux pacte d'austérité, celui-là même qui implique une règle complètement stupide qui s'appelle les 3% d'investissement public, l'interdiction d'investir pour les services publics au-delà de 3% du PIB. Cette règle, elle est complètement arbitraire. Elle n'est basée sur aucune base en réalité, ni empirique, ni scientifique. C'est un choix politique. Donc l'austérité n'est pas une fatalité, c'est bien un choix politique. Le texte, une fois qu'ils l'ont décidé, la Commission européenne n'est pas du tout démocratique. Une fois qu'ils ont décidé ça, le texte doit passer au Parlement européen en avril. Et comme par hasard, Bruno Le Maire n'attend pas le parcours législatif en fait, du texte. Il nous a annoncé il y a une semaine ses coupes budgétaires. Et ces coupes budgétaires, elles sont énormes. C'est 10 milliards cette année, c'est 20 milliards l'année prochaine, et auxquels s'ajoutent les 16 milliards qui ont été qui étaient déjà présents dans la loi de finances et qui ont été imposés par le 49.3. Le dernier 49.3, c'était là-dessus. C'est 46 milliards en moins pour les services publics. C'est comme si vous rayiez de la carte le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, maintenant, il a 60 milliards, mais en tout cas, le ministère de l'Écologie, sûr et certain. Et quelles sont les conséquences de ces coupes budgétaires ? Il va y avoir des conséquences très fortes sur l'emploi. Déjà, en premier.
Aujourd'hui, les revendications des personnels dans les services publics, dans les hôpitaux, à l'école, il y a deux revendications fortes, c'est les salaires et les conditions de travail. On le sait, aujourd'hui, les services publics tiennent par l'engagement sans faille des personnels, mais aussi on voit des augmentations d'émissions, on voit des personnels en burn-out qui ne tiennent plus, on voit des personnels qui fuient, à l'éducation nationale, c'est en train de prendre énormément, mais c'est déjà très présent chez les hôpitaux. On a des collectivités territoriales qui n'arrivent plus à recruter parce que leur dotation globale de finances est trop faible pour pouvoir augmenter les salaires des agents territoriaux. Eh bien ça, avec des politiques d'austérité, c'est pas possible. On ne pourra pas améliorer les conditions de travail des personnels. La deuxième revendication, c'est la question des salaires. Et je crois que la réforme des retraites a montré aussi l'état des salaires dans la fonction publique qui ont complètement décroché parce que le point d'indice n'a jamais été revalorisé. Enfin, n'est quasiment pas revalorisé, alors même qu'on est en plus en période d'inflation. La fonction publique, c'est 20% de l'emploi en France. C'est un salarié sur 5 qui est agent de la fonction publique, quand je prends les trois versants. C'est 5,7 millions d'agents sur l'ensemble du territoire. Donc clairement, s'ils décident de mettre en place ces politiques d'austérité, c'est une fin de non-recevoir sur les salaires aussi. Donc on voit bien comment se conjuguent des décisions qui sont prises à Bruxelles avec la complicité des gouvernements qui immédiatement le mettent en œuvre. Donc, nous, on a une riposte, évidemment. Il faut qu'on construise la riposte avec les syndicats, avec les partis résolument à gauche, pas ceux qui font semblant, évidemment. Et il va falloir nous battre ici, mais il va falloir nous battre à Bruxelles. Et élus, une de nos premières actions, ça sera d'aller essayer de faire tomber ce pacte d'austérité parce que les conséquences sur la population sont extrêmement graves. Et quand on regarde les choix politiques qui sont faits, nous, on a un projet communiste à leur opposer. Eux veulent baisser la dépense des services publics. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les recettes pour financer les services publics. Eux, ils sont dans l'intérêt particulier des entreprises parce que asphyxier les services publics, ça permet de les basculer dans le grand marché de la concurrence. Et on le voit avec les hôpitaux. On le voit très bien comment les cliniques privées se mettent en place. Et les cliniques privées n'ont pas l'objectif de l'intérêt général. Elles ne vont jamais s'installer dans des endroits, dans des déserts médicaux où la population est éparpillée. Eux, ils imaginent, comme ils voient les malades et les usagers comme des clients. Donc, une clinique privée ne s'installera pas dans la campagne pour rendre un service à tout le monde, quitte à ne pas être bénéficiaire. Eux répondent au monde de la finance et nous, on répond à l'intérêt général. Alors, comment on peut augmenter les recettes ? Il y a déjà des solutions très simples. Remettre en place une fiscalité plus juste. Et ça, c'est balayé, c'est une fin de non-recevoir ici, une fin de non-recevoir à Bruxelles. Je crois qu'il faut aller aussi expliquer aux populations que remettre en place une fiscalité juste, c'est pas taxer les pauvres. Au contraire, il faut absolument qu'on remette en place une taxe sur les grandes fortunes, par exemple. C'est aussi parce que l'argent public, c'est ceinture pour les services publics, mais c'est open bar pour les grandes entreprises. Il y a 200 milliards qui ont été donnés aux entreprises cette année sans condition, ni d'embauche, ni d'égalité professionnelle, ni de respect de l'écologie. 200 milliards. À un moment, il faut arrêter. Je ne dis pas que certaines entreprises, ce n'était pas important de les aider et je le pense vraiment sincèrement. Mais toutes les entreprises qui ont une trésorerie solide, toutes celles qui sont, toutes les multinationales, je pense aussi à l'industrie alimentaire, à Carrefour,
enfin, je ne vais pas toutes les nommer, mais à Total, et toutes les big pharma aussi qui se sont fait des profits monstrueux au moment de la pandémie. Non, il faut arrêter de donner cet argent aux entreprises sans condition. Et si on en donne à celles qui effectivement sont en difficulté, dans ce cas-là, il y a une conditionnalité, et en particulier une conditionnalité à l'emploi et surtout à l'interdiction des licenciements. J'étais à Lisieux en début de campagne avec les camarades communistes de Lisieux. On est allé à l'usine Sanofi. L'usine Sanofi a récupéré des milliards d'argent public et elle continue de licencier des ouvriers. Elle continue d'essayer d'externaliser la production de Doliprane et elles organisent en réalité la pénurie des médicaments sur l'ensemble du territoire. Donc, un des projets aussi très forts qu'on porte, c'est un grand pôle public du médicament, de la recherche à la production jusqu'à la distribution. C'est inacceptable qu'en France, aujourd'hui, 7e puissance mondiale, on a des collègues qui peuvent être malades et du diabète, des cancers, même du Doliprane, enfin même quand on a besoin de Doliprane en France, on peut ne pas en trouver. Et ça, c'est plus possible. On a besoin de coopération, on a besoin de mettre ça en place en France, mais aussi en coopération européenne, parce que c'est l'intérêt des peuples européens aussi. Il y a la question du fret ferroviaire. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques camarades cheminots, ils en parleront beaucoup mieux que moi. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur cette question, mais il y a un impératif écologique aujourd'hui. On ne peut pas se prétendre vouloir participer à la transition écologique et mettre sur la route les méga camions comme ils sont en train de vouloir le faire. Face à cet impératif qui est quand même devant nous, 2050, il faut qu'on soit en neutralité carbone en 2050, il faut absolument développer des moyens de transport des marchandises et des voyageurs les moins polluants, ceux qui dégagent le moins de gaz à effet de serre. Et il y a deux moyens, c'est la voie fluviale et la voie ferroviaire. Or, qu'est-ce qui se passe en France? Le fret est en train d'être démantelé complètement. Ils saccagent le fret, ils ont saccagé le statut de nos camarades cheminots. Pourtant, le statut, c'est l'intérêt général, c'est aussi être capable de démarchandiser les rapports sociaux dans une entreprise, et c'est sortir de la logique managériale et de rentabilité, donner une forme de neutralité aux travailleurs quand ils travaillent dans l'intérêt général. Il y a la conquête de l'emploi aussi, parce qu'il y a quelque chose qui passe sous les radars complètement médiatiques, on n'en parle pas, mais le chômage est en train de remonter. Et les économistes, même les libéraux, disent qu'effectivement, il va continuer à monter et malheureusement, même eux ne s'attendent pas, avec toutes les mesures qui ont été prises, la fameuse loi plein emploi, en fait, ne fonctionne pas. Pour ça, Macron annonce ici, par exemple, mais ne vous inquiétez pas, nous allons réindustrialiser la France, c'est un impératif, ça participe aussi, on a bien compris pendant la pandémie qu'on avait besoin de Made in France, etc. Or, il ment, une fois de plus, bon ça on s'en doute, mais chiffre à l'appui. La part de pourcentage du PIB en termes de l'industrie, la France est en queue de peloton. Derrière nous, il y a uniquement la Grèce et, j'ai perdu l'autre pays, enfin il y a deux pays derrière nous qui consacrent la part de PIB la moins importante. Si on regarde les chiffres qui sont mis sur la DARES par exemple, on voit en fait l'emploi, il y a eu 2 millions de destructions d'emplois dans l'industrie, et ce qu'on remarque sur la courbe, c'est que simplement on a limité l'hémorragie, mais il n'y a pas de reprise industrielle. Alors même qu'il y a un impératif en termes d'emploi, un impératif écologique et un impératif évidemment social. Parce que leur logique aux libéraux, on le sait, c'est la mise en concurrence aussi des salariés en Europe. Ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, le dumping social, c'est-à-dire l'utilisation de salariés à bas coût pour augmenter encore le profit des industriels, ça ne passe plus. Ça ne passe plus pour beaucoup de personnes en France, d'ouvriers qui ont eux-mêmes vécu ces problématiques.
mais ça ne passe plus non plus en termes de solidarité vis-à-vis des autres pays européens. Et quand on regarde le SMIC en Europe, sur 27 pays, il n'y a que 21 pays qui ont un salaire minimum. Et sur ces 21 pays, il y en a 13 qui sont inférieurs à 1 000 euros. Donc, quelque chose qu'on portera aussi fortement en tant que syndicaliste, c'est de cimenter les droits sociaux par le haut. Si on veut éviter le dumping social, il faut qu'on soit capable de créer un SMIC européen pour tout le monde. Il faut que les droits des salariés soient identiques dans tous les pays. Évidemment qu'il faudra des mesures beaucoup plus radicales aussi. Empêcher les délocalisations, taxer les produits réimportés, donner des nouveaux droits aux salariés ici en France d'être capables de reprendre leurs entreprises et de mobiliser aussi des actifs bancaires pour justifier la reprise des entreprises. Et la réindustrialisation, c'est extrêmement important. On va prendre l'exemple dans le cadre du mix énergétique nucléaire et énergie renouvelable. On sait que l'énergie solaire est intéressante. Et en ce moment, on voit beaucoup de travaux sur les panneaux photovoltaïques. Sauf qu'en France, on ne les produit pas. Tous les panneaux voltaïques, aujourd'hui, sont importés de Chine. Donc là encore, en termes écologiques, on fait une action, on demande aux ménages de faire une action individuelle, on va les aider, puisqu'il y avait des primes, les primes vont sauter, notamment ma prime Rénov', mais on aide les ménages à mettre en œuvre des respects des normes écologiques, et de l'autre côté, on importe par avion, par cargo, des produits parce qu'on est incapable de les produire, mais pas parce qu'on n'a pas le savoir-faire en plus. C'est parce qu'on n'a plus d'industrie et qu'il n'y a pas de volonté politique non plus. Alors notre liste, c'est aussi, je termine par ça, mais je pense que c'est dans la tête de vous tous, camarades ici présents, on se présente aussi et évidemment et résolument comme la liste sur la paix. L'Europe, quand elle a été construite, on nous a promis la prospérité. J'ai même relu exactement je les ai pas là, exactement les articles du traité constitutionnel, la prospérité et la paix. En réalité, l'Europe libérale telle qu'elle est construite a été incapable ni de mettre en œuvre la prospérité et évidemment la paix non plus, puisque nous sommes à 2 ans à peu près de l'invasion de Poutine sur l'Ukraine et les constats sont évidemment dramatiques en termes de morts, en termes de réfugiés, de beaucoup de femmes et d'enfants, mais aussi de populations forcées à l'exil. Et personne en ce moment n'est capable de porter une exigence de sortir de l'engrenage militaire. Oh, c'est pas grave. J'ai une voie dans laquelle Poutine veut nous emmener. Et pire, je pense que vous avez été extrêmement sensible sur les propos de Macron ces dernières semaines, où il a dit qu'aucune ligne rouge, il n'y avait plus de ligne rouge, et que l'envoi de troupes au sol était même envisageable. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il veut faire rentrer la France, clairement, en tant que belligérant dans cette guerre. Heureusement, pour l'instant, les pays européens ne le suivent pas. Merci. Les pays européens ne le suivent pas. Mais il va falloir, peu importe ses intentions, parce qu'il y a aussi des spéculations, est-ce qu'il veut vraiment le faire? Est-ce qu'il n'utilise pas ça pour masquer les vrais problèmes en France, notamment le pouvoir d'achat, etc. Peu importe. Parce que, en gros, ce sont des déclarations extrêmement graves et qui entraîneraient obligatoirement un conflit globalisé et qui, à la fin, tous les pays seraient perdants puisque, à la fin, de toute façon, tous les pays compteront ces morts. Donc je pense que la position de notre liste, qui est la position du Parti communiste, de tout mettre en œuvre ici, de forcer ce président de la République, d'isoler Poutine d'un côté sur la scène internationale, mais de forcer à une solution diplomatique avec les 2 préalables que sont la neutralité de l'Ukraine d'un côté et le cessez-le-feu de l'autre, c'est la meilleure sortie de cette escalade militaire. Maintenant, clairement, on le sait, les chemins sont très étroits. On est sur une ligne de crête, mais de toute façon, il faut absolument qu'on tienne cette ligne de crête.
Évidemment, quand on pense à la paix, on pense à ce qui est en train de se passer à Gaza, où rien ne peut justifier les massacres qui sont en cours à Gaza, et en particulier le nettoyage ethnique. On l'a dit, notre liste l'a dit, Fabien Roussel l'a répété, le Parti communiste l'a répété, la barbarie et la terreur qui a été menée par le Hamas le 7 octobre est condamnable. Néanmoins, la riposte actuelle sur ce qui se passe à Gaza est complètement démesurée et grave. On est face à un gouvernement suprémaciste d'extrême droite qui s'apprête en plus à mener aussi une offensive sur Rafah. Rafah, où il y a 1,3 million de réfugiés, dont 600 000 enfants qui sont en train de souffrir de famine et de malnutrition. Clairement, Gaza est passé d'une prison à ciel ouvert à un cimetière à ciel ouvert. Et là encore, nous devons continuer, nous, ici, à organiser des mobilisations, à continuer à visibiliser la responsabilité du gouvernement de Netanyahou, de mettre cette pression pour qu'on arrive à obtenir enfin un cessez-le-feu, pour qu'on arrive à obtenir la libération de tous les otages et évidemment qu'on arrive à entrer dans un processus de paix qui respecte les résolutions de l'ONU qui exigeaient une solution à 2 États avec des frontières sécurisées. Pareil, ce ne sont pas des vœux pieux, c'est des actions militantes qu'on peut mener ici en solidarité au peuple palestinien. C'est compliqué, mais on ne doit rien lâcher non plus sur cette question-là. Donc je vais conclure, j'étais trop longue, je crois. Sur notre liste, ce que je dis, moi, des fois à mes élèves, que bon, l'Europe, c'est loin, mais comme nous le disent aussi des gens quand on fait des tractages ou quand on est sur les post-humains, oui, bah, l'Europe, oui, bah, on a d'autres choses à fouetter ici en France, j'arrive pas à trouver un logement, etc. Mais vraiment, continuer à marteler que si nous, on ne s'occupe pas de l'Europe, l'Europe va s'occuper de nous et on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Et que l'idée, c'est vraiment que si on veut une Europe de justice sociale, une Europe de paix, une Europe du pouvoir d'achat et des services publics, qui est une Europe au service des populations et pas au service des plus riches, on doit reprendre la main, on doit continuer à mener des luttes en France comme en Europe, parce que les politiques menées en Europe comme celles en France sont parfaitement orchestrées. On est face à un patronat européen qui est très organisé. Donc, à nous de nous organiser en faveur des populations. C'est pour ça qu'on a une liste singulière. On a une liste qui est un tiers de camarades sont issus du Parti communiste, un tiers sont des syndicalistes, aussi un peu issus du Parti communiste quand même, et un tiers sont composés de 4 forces politiques, des petits partis certes, mais la preuve qu'on est capable de faire cette unité dont on nous reproche parfois encore de ne pas faire. Et avec, que ce soit les communistes ou les syndicalistes, on a fait la preuve, nous, ici, de notre engagement au service des salariés. On est aussi des travailleurs issus du monde du travail et on sait ce que c'est que les difficultés de fin de mois, les difficultés de payer ses factures d'électricité. On n'est pas des technocrates hors sol comme dans beaucoup d'autres listes, même à gauche, qui n'ont jamais côtoyé un travailleur en réalité, hein, et qui ne connaissent pas le prix d'une facture d'électricité parce qu'ils ont certainement des personnes qui payent pour eux. Donc montrer ça me semble extrêmement important. On est sur une liste aussi portée par Léon Desfontaines. Vous l'avez vu dans les médias, il est excellent. Il a évidemment la lutte de classe chevillée au corps. Il est jeune, il parle aux jeunes. Les dernières enquêtes de sondage montrent qu'il a déjà réussi à capter une partie de cette jeunesse et c'est une très bonne chose aussi. Et on est sur une liste avec vous, quelque part, qui avait porté le nom au traité constitutionnel européen. On est cette liste-là, des porte-voix de ceux qui ont déjà milité contre le traité. On a gagné en 2005 sur cette question-là. On s'est fait voler démocratiquement, évidemment, notre vote. Et il y a des déçus. Il y a des gens qui se sont dit bah, ça ne sert plus à rien que je vote parce que, ou je m'en fous de ce que je vote parce qu'on m'a volé ma voix. Donc bien aussi cibler tous ces gens-là.
Parce que l'idée de cette liste, c'est de porter la colère qui s'exprime fortement ici, mais c'est aussi porter les espoirs de toute la population. Et quand je parle de la colère, on est confronté dans les tractages à des gens qui se trompent de colère, à des personnes qui sont tellement défiants vis-à-vis du politique parce qu'on s'est fait avoir par la gauche, parce que, alors pas la nôtre, par la gauche, parce qu'on s'est fait avoir par le politique, qui sont prêts, non pas parce qu'ils adhèrent à leurs idées, mais à mettre un bulletin d'extrême droite dans l'urne. Alors, et en se disant, je m'en fous, c'est à l'Europe, ça n'aura pas de conséquences. Donc je pense qu'il va falloir aussi aller les chercher, cela, c'est leur montrer que l'extrême droite n'est jamais ni l'allié des femmes, ni l'allié des salariés. Clairement, ni l'allié des classes populaires. Quand il a fallu voter en France pour l'indexation des salaires sur l'inflation, ils ont voté contre. Quand il faut voter un texte sur l'égalité professionnelle, sur les VG à l'Europe, ils votent contre. Donc il faut qu'on continue à marteler cette idée et dire qu'il faut voter le 9 juin pour la gauche unie, pour le monde du travail. Merci. Merci, on va passer la parole à Sylvain. Alors, moi je vais faire un peu plus court que ma camarade qui a très bien développé et expliqué quand même nos propositions qu'on va porter sur ces élections européennes. Car aussi, je pense qu'il est important qu'on vous laisse la parole pour pouvoir échanger avec vous. Mais à ce moment crucial où l'Europe fait face à des défis sans précédent, il est nécessaire que nous portions haut et fort notre projet communiste. En tant que candidat aux élections européennes sur cette liste de rassemblement de la gauche, nous sommes aussi ici pour échanger avec vous sur ce projet ambitieux de reprendre la main sur nos vies. Un projet d'Europe qui place les intérêts des travailleurs et des retraités, des familles et de notre planète au cœur de notre action. Je crois en une Europe où les droits des travailleurs sont protégés, où chacun a un accès à un emploi décent et à un salaire juste, où les travailleurs ne seraient plus mis en concurrence. Une Europe où les inégalités sociales sont réduites, où l'éducation et la santé sont des droits fondamentaux et accessibles à tous, quelle que soit son origine ou sa situation économique. Nous aspirons à une Europe solidaire qui accueille les réfugiés avec humanité et compassion, mais qui lutte contre les formes de discrimination et qui garantit l'égalité des chances pour chacune et chacun de nos citoyens, quel que soit le lieu où ils vivent. Nous défendons également une Europe écologique qui prend des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique et préserver notre environnement pour les générations futures. Une Europe qui investit dans les énergies renouvelables, ainsi que l'entretien de notre parc nucléaire qui pour nous est signe de souveraineté énergétique, mais également dans les transports publics et dans une agriculture durable. Notre combat pour une Europe meilleure ne fait que commencer. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la solidarité, la justice sociale et la durabilité environnementale sont au cœur de nos politiques. Donc le 9 juin, je vous invite à voter et à faire voter pour un changement véritable aux élections européennes. Ensemble, nous pouvons construire une Europe plus juste, plus démocratique et plus solidaire pour tous. T'avais dit beaucoup. Merci Sylvain. Comme l'a dit Sigrid, la parole est à la salle. Peut-être qu'on peut faire passer un micro si quelqu'un devrait pouvoir marcher. Tiens. 1, 2. Voilà. On va faire passer. Fais attention au fil, tu peux. Alors Oui, je pense que tu l'as très bien dit, Sigrid. L'important de dire aux gens, parce que nous on était ce matin à notre ensemble au Eugène Turban à Saint-Marceau, c'est vu comment fonctionne l'Union européenne entre les gouvernements, la Commission européenne, le Parlement, même si tu nous disais tout à l'heure que la Commission européenne c'était un panier de crabes, mais je veux dire que la Commission européenne ne peut pas faire ce qu'elle veut. Parce que moi, quand j'écoute les informations comme le soir, France 3, France 2 ou beaucoup France Info, on a l'impression que l'Europe, c'est la Commission européenne. Eh bien non, c'est la Commission européenne, c'est vrai que c'est l'exécutif, mais elle est obligée d'avoir l'accord des gouvernements
et du Parlement. Et donc c'est là que c'est nous, on a notre rôle à jouer. Dire aux gens, voilà, en envoyant des députés, on ne va pas reprendre tout ce qui a été dit sur ce qu'on veut faire, mais des députés, et en faisant pression sur notre gouvernement, par notre vote, c'est-à-dire en envoyant un signal à notre gouvernement, c'est là que c'est important d'aller voter. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc dire aux gens, non, l'Europe, on a bien, si on veut reprendre la main, on a les moyens de reprendre la main par le Parlement et faisant pression sur le gouvernement. Et je pense que le fait que aujourd'hui le CETA a été aboli, pas aboli, mais refusé par le Sénat, qui quand même, le Sénat, on sait, est complètement à droite. Hein. Bon. C'est parce que, à mon avis, c'était le mouvement des agriculteurs. Il n'y aurait pas eu le mouvement des agriculteurs, c'était évident que notre Sénat, des gens à droite, auraient dit oui. Mais vu l'ampleur de, quand même, c'est extrêmement important, ce mouvement des agriculteurs, ben là, ils se disent, même l'Europe se dit, oh là, doucement, doucement, on ne peut plus faire n'importe quoi, à notre niveau. Donc voilà, moi je pense qu'un des arguments, c'est que pour les gens, aillent voter. Parce que c'est vrai que l'abstention est toujours très très élevée au niveau des élections européennes. Ça c'est bien. Voilà. Merci. Fabrice Solimban, je suis responsable de la FSU du Montargois. Je suis très content d'avoir Sigrid en deuxième position sur notre liste. Vous imaginez, avoir une syndicaliste de l'enseignement qui va être en deuxième position et qui au Parlement européen va pouvoir défendre l'école publique, défendre l'ensemble des services publics, aussi bien l'hôpital public que tous les services publics, c'est quelque chose qui me semble important. Moi, je la connais parce qu'elle est responsable d'un syndicat qui est le syndicat des lycées pro. Ils ont mené des batailles remarquables pour essayer d'empêcher la casse, parce qu'il y a une volonté de sabotage des lycées professionnels, avec, il y a quelques années, le passage de 4 ans à 3 ans pour préparer le bac pro. Là, vous avez vu la suppression de plein de matières pour que les élèves fassent plus de stages et de moins en moins de matières comme le français, comme les maths, comme l'histoire géo. En fait, on va livrer des jeunes qui en sauront moins. Vous saviez que dans le passé, à diplôme égal, les entreprises préféraient choisir, à diplôme égal, les jeunes qui sortaient de lycée professionnel plutôt que les jeunes qui sortaient de centre de formation d'apprentis. Pour quelle raison ils préféraient ça? Parce qu'ils étaient formés sur différentes machines, c'est-à-dire qu'ils savaient mieux s'adapter, et parce qu'ils avaient un niveau de raisonnement, grâce aux matières générales, qui était supérieur. En fait, ils veulent saboter le service public pour le rendre à égalité avec ce qui est fait par les chambres des métiers, c'est-à-dire ce qui est fait par les patrons. Vous savez quand même que sur ce genre de choses, on arrive à ce que le patronat s'abstienne, ne vote même pas pour les réformes qui sont mises en place. C'est-à-dire que même le patronat a conscience que ça va appauvrir la qualité des travailleurs qui vont être formés. C'est vraiment une volonté réactionnaire de sabotage des services publics qu'on a à faire. Tout ce qui était les anciens rapports qui étaient faits par les Américains, qui le disaient, sur les 22 métiers qui vont se former, 3 seulement demandent des diplômes supérieurs, l'essentiel des autres demandent une formation minimale. On est sur cette logique-là, c'est-à-dire amener des travailleurs qui soient des bons robots. Moi je me souviens, ce qu'il donnait des exemples. Quelqu'un qui travaillera dans un train à grande vitesse, qui sera là pour faire de la restauration, il devra savoir faire fonctionner un micro-ondes, savoir faire un peu d'anglais, mais juste un petit peu, parce qu'il ne s'agit pas qu'il perde son temps à parler en anglais avec les gens, il s'agit juste qu'il soit rentable pour la vente de produits, mais surtout pas le maximum. Et c'est ça, c'est-à-dire faire des sous-métiers, faire des gens qui ne seront pas possibles. Quand il y aura une crise, ils ne pourront pas refaire un nouveau métier, ils ne sauront pas s'adapter. Et donc, on est sur ces choses-là. Le choix d'avoir une éducation de moindre qualité. On a vu la crise dans l'éducation du nombre de profs qui ne sont pas candidats au concours. C'est-à-dire qu'on manque de candidats dans tous les concours de profs. C'est un véritable traumatisme. Alors là, à la fois sur le métier qui est devenu hyper difficile. Moi, il y a quelques années, j'avais des professeurs qui me disaient je vais arrêter. Mais ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font. Ils s'arrêtent. Ils changent de métier. Ils n'en peuvent plus.
Les conditions de travail sont devenues tellement dures que plein de gens, qui soient profs des écoles, qui soient profs de collège, qui soient profs de lycée, ou profs de lycée pro, ou même en supérieur, abandonnent la carrière. Ça, j'avais jamais vu, moi. Hein. Et puis, les conditions de salaire. Moi, par exemple, les conditions de salaire. On compare avec les pays qui sont limitrophes, tout autour de nous, autour de la France. À part la Belgique, tous les autres sont au double ou au triple de salaire. La Belgique est un petit peu supérieure. Mais je prends le Luxembourg, 3 fois et demi le salaire. L'Allemagne, 2 fois le salaire. La Suisse, 3 fois et demi. L'Italie, l'Espagne, ils sont tous à 2 ou 3 fois le salaire. Il y a un véritable problème dans ce pays. Alors, ce que je dis sur les profs est valable pour les infirmières. C'est la même chose exactement. Et se dire que quand on compare aux pays limitrophes, on voit qu'il y a un véritable problème en France sur le service public. Quel argent on met dedans pour le défendre? Qu'est-ce qu'on veut comme qualité? Y compris d'ailleurs, soyons clairs, quand on fait en sorte que les gens ne se présentent pas au concours, il n'y a pas de sélection. Donc on prend des jeunes qui sont moins formés, qui ont moins de qualité et qui vont donner un enseignement de moins bonne qualité. Quand on n'a pas assez de concours, on recrute des personnels précaires. Ces personnels précaires, des fois ils sont recrutés par Pôle emploi. Donc ça veut dire que ils font des fois l'affaire, des fois pas. Moi, ça m'est arrivé que l'équipe d'enseignants de mon collège, un jeune prof de maths qui était recruté comme ça, il nous disait « je me sens pas légitime ». Je bossais comme électricien. On s'est dit « en maths, un électricien, il tourne ». Et en fait, le gars, il était tireur de câble. Oui, ça a été une catastrophe pour lui et pour les élèves. À la fin de l'année, les élèves qui sont sortis de son enseignement, ils ne savaient rien. Réellement rien, malgré l'aide de toute l'équipe qui, derrière, essayait de fournir des exercices, des leçons, essayait d'étayer le collègue, mais le collègue, il ne savait pas enseigner, d'abord pédagogiquement, mais les contenus n'étaient pas bons non plus. Donc, il y a une volonté de sabotage. C'est comme ça que je le dis, et il faut que les camarades qui sont présents soient conscients de ça. Alors, j'ai parlé de l'éducation des services publics, je vais rajouter un point qui me tient à cœur. La question de la paix, aujourd'hui, me semble une question essentielle. On a un président de la République qui veut nous emmener dans une logique d'intervention directe. Moi, je suis sensible à la question de la paix, c'est une question, pour moi, majeure. Elle est une question à la fois française et à la fois européenne. Et vous avez vu que, par exemple, si on compare l'engagement des Américains avec l'OTAN, dans des conflits comme l'Afghanistan. Aujourd'hui, on en est où en Afghanistan après 30 ans de conflits divers? Qui a le pouvoir? Des fascistes, des gens de l'extrême droite religieuse, les talibans qui interdisent aux femmes d'aller à l'école. On en est là. Est-ce que c'est une victoire malgré l'engagement massif financier de tous ces pays riches? Alors, face à l'Afghanistan, c'est un petit pays. Face à la Russie, qui est un énorme pays, qui n'est pas seul, qui a des alliés. Soyons clairs, si jamais il y avait un conflit mondial avec la Russie se trouverait des alliés qui sont puissants. Il y a un tiers de l'Afrique qui la suivrait aujourd'hui. Il y a la Chine qui la suivrait. Donc ça veut dire que ça serait un conflit planétaire qu'on n'est pas sûr de gagner. Qui plus est, entraîner la France, pays nucléaire, face à la Russie, pays nucléaire, moi j'entends des gens qui me disent Poutine c'est un fou. Si c'est un fou, il est d'autant plus dangereux. Donc, moi, j'aimerais pas qu'à un moment donné, un des fous appuie sur le bouton. Donc, j'entends des gens qui me parlent d'écologie, mais comment peut-on défendre l'écologie et oublier que la planète, la vie sur la planète peut disparaître en une seconde par la folie de l'utilisation d'armes nucléaires. Donc, aujourd'hui, moi, j'attends une prise de position, et je sais qu'elle est bonne de votre part, sur cette question-là, de quel engagement, est-ce qu'on monte dans les conflits ou est-ce qu'on négocie autrement de manière à sortir des conflits? Est-ce qu'on utilise la voie diplomatique plutôt que la voie guerrière? L'argent qui est filé à l'armement, 3 milliards cette année pour la France, 3 milliards supplémentaires. Est-ce que cet argent ne serait pas utile ailleurs, etc. Voilà. Merci Fabrice. Christiane,
Oui, je vais essayer d'être plus rapide que Fabrice. Je voudrais intervenir sur 3 points. Le premier point sur la paix. Il me semble que, effectivement, d'après ce qui se dit, la plupart des gens sont favorables à des propositions de paix, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Palestine. On a des propositions et, à mon avis, il faut qu'on les fasse connaître. Elles peuvent être bien reçues. Voilà. D'ailleurs, les États-Unis viennent de demander, de proposer à l'ONU une résolution pour un cessez-le-feu. Alors que, voilà, encore 8 jours, en Palestine, ils étaient contre. Voilà. Je veux dire que l'avis des peuples, il peut porter. Donc, c'est à nous de mettre des propositions. On en a. Je ne vais pas les développer, c'est à moi de le faire. Je voudrais revenir aussi sur l'Europe. Parce qu'il ne faut peut-être pas, si on tombe dans le piège de faire du franco-français, à mon avis, on roule pour le Rassemblement national. C'est schématiquement dit, hein. C'est trop schématique ce que je dis, mais j'ai pas le temps. Et il me semble qu'il y a des points sur lesquels on peut avancer, montrer notre différence. Sur l'égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit pour les salaires, pour l'emploi, que ce soit sur l'avortement aussi. On a eu cette victoire, même si c'est vrai qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la capacité à le faire. On est dans un désert médical ici. Hein. Voilà. Donc, mais ça montre que les luttes, elles peuvent gagner, et y compris, on a ça à porter au niveau européen, cette égalité entre les femmes et les hommes, qui, même dans les pays d'Europe, n'est pas toujours respectée. Troisième chose, sur les services publics, parce que l'Europe parle de services au public et oublie que pour que des services publics fonctionnent correctement, il faut que ces services publics soient mis en œuvre par des fonctionnaires qui sont donc indépendants, etc., et qui, pendant un certain temps, ont servi de locomotive au salaire du privé d'ailleurs et aux conditions de travail. Donc il me semble qu'on a ceci à faire avancer, alors que dans tous les pays d'Europe autres, on essaie d'avancer plutôt des recrutements précaires. Voilà, je ne veux pas développer encore. Mais je crois qu'il faut vraiment que ces 3 axes qu'on peut avancer. Merci Christiane. Au suivant. Quelqu'un d'autre? Oui, Raphaël. Oui, merci. C'était juste assez rapidement, il y avait bien une question qui me taraudait depuis maintenant quelques temps, quand j'entends les interventions médiatiques de Léon et enfin, voilà, un peu tout le monde. C'est sur l'idée de l'Union européenne globalement, notamment de l'approfondissement, parce que on parlait tout à l'heure de l'objectif du SMIC européen qui est vraiment louable, hein, tout cela. Néanmoins, je trouve que si on essaie d'être réaliste, on voit quand même que l'Europe maintenant elle est menée, même si on gagne, imaginons cette élection avec la gauche majoritaire, avec les 89 députés français, on se retrouve dans une situation où il y a presque maintenant un gouvernement en Europe mené par des partis de gauche, ou même dits de gauche. Le Portugal vient de tomber, enfin voilà. Donc la question que je me pose, c'est comment on va réussir finalement au niveau européen à imposer ces idées-là de progrès qu'on défend. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense que sans parler immédiatement de Frexit et d'entrer dans ces logiques-là, c'est quand même des questions qui doivent être posées en tout cas. Et j'ai peur que ce ne soit pas assez le cas. J'entendais Léon hier qui parlait, disait oui, le Brexit a causé énormément de problèmes, ce qui est vrai pour les travailleurs anglais, mais c'est aussi parce que le Brexit est mené par, la droite néolibérale britannique. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est vraiment le problème même du Brexit qui pose problème. Le problème, c'est qu'ils s'en prennent le service public également en Angleterre, et d'ailleurs, le monde du travail est en train de réagir là-bas. Donc voilà, c'était juste pour évoquer cela. Merci Raphaël. Il y a d'autres remarques? Hein? D'autres remarques? Bah, moi, je vais en profiter pour dire un mot alors à ce moment-là. Ouais, moi je voulais juste dire que on a du mal à faire voter à gauche aujourd'hui. Et je crois que c'est ça un peu notre problème, quoi. C'est que les gens ont été déçus.
Et puis, bon, bah, la gauche, ils nous mettent dedans, hein, même si nous, on n'a pas toujours été d'accord avec ce qui s'est fait, hein, loin de là. Hein. Et donc, on est confronté à cette difficulté aujourd'hui. Au-delà des arguments, je pense que tout ce qui a été dit, c'est juste, et c'est vrai qu'il faut qu'on le dise, parce que sans nous, eh ben, malheureusement, les choses vont s'aggraver. Mais on a cette difficulté, et je pense qu'on la retrouve dans l'abstention, on la retrouve aussi dans le vote d'extrême droite, parce que les gens, ils ne savent plus à quel sein se vouer aujourd'hui. Ils ont l'impression d'avoir vu tout le monde défiler, et puis pour eux, ça ne s'est jamais arrangé. Et donc je pense que nous, on a besoin de bien faire la différence. Voilà. Merci Dominique. Je vais passer la parole à Sigrid. Ouais, je voulais... Merci pour toutes vos remarques et vos questions. Je vais commencer peut-être sur la question de est-ce que ça vaut le coup qu'on se démène comme ça pour aller en Europe et la question du Brexit. L'Europe telle qu'elle est construite, on est d'accord, elle ne nous va pas, clairement. Et puis elle est, c'est un mur de néolibéralisme, c'est un mur c'est une forteresse pour les riches, c'est clair. Maintenant, le fait de sortir de l'Europe ne nous prémunira pas de toutes les agressions du capital. Clairement, les anglo-saxons ne subissent les effets des politiques européennes à l'intérieur même de leur pays. Ça ne les a pas protégés. En réalité, de sortir de l'Europe n'a pas protégé les classes populaires en particulier, ni les classes moyennes. Ils subissent toujours les effets de l'Europe. Et en réalité, l'idée, c'est plutôt d'être le plus nombreux possible à être élu à gauche à l'Europe pour essayer de la faire basculer. Alors, si on arrive à 89 députés français de gauche, ce qui est 81, ça serait extraordinaire. Bon, j'y crois pas, mais il faut pas oublier que quand on arrive à l'Europe, c'est une proportionnelle. Donc, on va pas être tout seul, même si on n'est que 20. Puisque je compte bien que tu y sois aussi, même si on n'est que 20 députés communistes européens, on va retrouver les députés communistes belges, on va retrouver des mouvements qui ne sont pas obligatoirement communistes, mais avec qui on peut être proche, comme, même si c'est un peu compliqué en ce moment, comme Syriza, comme Podemos, etc. Donc c'est là qu'on va avec eux, on va avoir des divergences, clairement, comme en France, on a des divergences avec la France insoumise sur plein de dossiers, par exemple. Et on va être avec eux malgré tout. Et le groupe en Europe s'appelle le PGE, le Parti de la gauche européenne, et qui s'appelle aussi The Left. C'est là qu'on va travailler ensemble. Et si plein de pays européens arrivent à envoyer des députés de gauche, résolument de gauche, on va pouvoir quand même travailler. Alors, je vais mettre des nuances à ce que je dis, parce que le rôle des députés communistes est certainement différent d'autres, je l'ai dit un petit peu en filigrane. On ne va pas faire du crétinisme parlementaire, clairement. Il y a certainement, je ne sais pas, l'Europe l'autre fois a essayé de statuer sur des visites médicales obligatoires sur le permis de conduire, etc. Elle n'a pas à statuer là-dessus. On va avoir une stratégie ensemble. Et nous, on ne se considère pas comme des parlementaires à vivre à Bruxelles. Non, nous, le but, c'est d'être les porte-voix déjà des luttes sociales. C'est-à-dire qu'on va... Alors, il paraît que l'Europe est vérolée de lobbyistes. Il paraît que c'est assez impressionnant. Bon, j'espère que je le verrai un jour. Et nous, ce n'est pas eux qu'on va aller voir. C'est les PSOU, le syndicat... c'est le syndicat européen des services publics. On va revenir... on n'habitera pas à Bruxelles ni à Strasbourg, hein, clairement, nous les communistes. Et il y a des députés de Renew qui vivent à l'année là-bas. Nous, on va revenir tenir des permanences parlementaires ici. Est-ce que vous savez aujourd'hui, vos députés européens, comment vous les saisissez, si vous voulez, qu'ils rendent compte? Est-ce que vous savez les saisir? Moi, je ne sais pas, non plus, je ne sais pas. Eh bien, nous, non seulement on va avoir ce rôle de lanceur d'alerte, de prévenir ce qui est en train de se jouer à Bruxelles, de pouvoir le ramener en France, de rencontrer évidemment les communistes sur le terrain, de rencontrer les syndicats qui luttent pour qui ça aura des effets et de remonter ça à Bruxelles. Il y a eu
il y a eu des choses réussies, par exemple, de ce point de vue-là. En 2010, il y a eu des énormes mobilisations des ports et docks. Et des mobilisations qui ont réussi à devenir des mobilisations européennes. Alors, je ne me rappelle plus exactement les mesures qui étaient prises par les libéraux. Les ports et docks sont venus à Bruxelles. Les députés européens n'avaient jamais vu un travailleur de leur vie. Ils ont flippé, mais ils ont retiré immédiatement leurs directives. Donc, il y a des choses à faire, il me semble, à l'Europe. En termes démocratiques, évidemment. Il va falloir la changer, cette Europe, au niveau démocratique. Je ne sais plus qui l'a dit sur la Commission européenne. On va porter dans le programme communiste, évidemment, il faut revisiter la démocratie. Comment se fait-il que Bruno Le Maire, mandaté par personne, il n'a pas demandé un débat à l'Assemblée nationale ni au Sénat, il est parti tout seul à la Commission, il a représenté lui-même et sa caste de milliardaires pour dire on réimpose l'austérité. Nous, ce qu'on va proposer, si on arrive à obtenir le rapport de force, c'est qu'il y ait une consultation des pays européens avant tout sommet européen, avant une décision. Bruno Le Maire, il est ministre de la France. Il n'est pas ministre de la République En Marche ou de Renaissance. Enfin, normalement, bon, vous connaissez le problème parfaitement. Et puis, sur la question de la paix, évidemment, j'ai du mal à m'exprimer, mais on est évidemment pour une résolution diplomatique. Clairement, on va aller au bout. On va aller au bout du processus et j'espère vraiment qu'on va gagner ce processus diplomatique parce que sinon, bah oui, l'Europe, je ne sais même pas comment elle va terminer, mais clairement, ces élections ne serviraient à rien. Donc, il faut qu'on aille au bout du processus diplomatique le plus loin possible pour empêcher cette escalade militaire et meurtrière. Alors, sur les armes nucléaires, merci d'avoir posé cette question. Évidemment qu'on est pour la ratification du TIAN, qui n'est toujours pas ratifié ici. Donc, il faut qu'on continue à mener cette bagarre. Et contre, évidemment, on est même pour un projet de désarmement massif et même international. Et on va le porter comme on pourra, mais comme l'a dit un camarade, les voix à gauche qui se soulèvent, c'est compliqué. Et en plus, non seulement on porte ça, mais en plus on est discrédité. On passe pour des sortes de pacifistes par les médias ou par d'autres listes. Je pense à la liste de Glucksmann qui est complètement en adéquation avec Renaissance sur cette question-là. Et on passe pour des pacifistes BA alors que, évidemment, que la sécurité collective, c'est un sujet. On est d'accord. Il faut vraiment réussir à mettre en œuvre aussi un traité européen de défense et de sécurité collective des populations. Mais on n'est certainement pas favorable à ce qui commençait à poindre d'une sorte d'armée européenne, comme d'un gouvernement européen. C'est parce qu'on perdrait encore plus le contrôle sur l'Europe. On parle beaucoup de la souveraineté populaire. Il faut absolument que chaque pays mette en œuvre des coopérations, évidemment des coopérations à tout niveau, des coopérations agricoles, des coopérations sur le médicament, j'en ai parlé, des coopérations sur le transport de marchandises, mais aussi des formes de coopération, mais que les populations dans chaque pays gardent la main malgré tout, sur les décisions qui sont prises dans leur pays. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Sur les réponses, je pense que tu... Moi, pour revenir à ce qu'a pu dire Jean-Philippe sur faire comprendre, parce que c'est vrai que cette élection-là, on a toujours l'impression que c'est très lointain, l'Europe. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens, c'est que les décisions européennes, elles ont un impact sur notre quotidien. Qu'on le voit avec le marché de l'énergie le marché de l'énergie européen, c'est nos factures d'électricité, c'est nos factures de gaz, mais aussi, comme elle a pu parler sur les pactes budgétaires, parce que c'est aussi la qualité de nos services publics. Et à force de couper les budgets de nos services publics, à un moment, nos services publics, comme je disais tout à l'heure, c'est les 10 milliards qui nous annoncent Bruno Le Maire, les 25 ou 24 milliards qui nous annoncent, ça va être les dernières coupes budgétaires dans le service public. Parce que le service public, il ne va pas s'en relever de tout ça, de ces coupes. Au bout d'un moment, le service public va être détruit.
Et les services publics, il faut bien faire comprendre que c'est notre quotidien de tous les jours. Hein. C'est l'école de nos enfants, c'est l'hôpital, c'est tout ça, c'est la recherche. Et il faut bien arriver à le faire comprendre à tout le monde. Au niveau de l'abstention, moi, je suis de la génération où, quand j'ai commencé à voter, c'est 2005. C'est le traité de la Constitution européenne. Et puis, comme a pu dire Sigrid, on nous a dit c'est très technique comme traité. Et puis, rapidement, on a bien compris ce que c'était. C'était les libres-échanges, c'était tout ça. Et puis, on a voté. Et puis, on a voté contre. Et puis, on a fermé la porte. Mais ils ont réussi à nous le ramener, ils ont rouvert la fenêtre, ils l'ont repassé par la fenêtre. Donc, à un moment, c'est ça aussi, hein, c'est toutes ces décisions-là, au bout d'un moment, qui font que on est un peu dégoûté de toutes ces élections et beaucoup de gens n'y croient plus. Après, sur la paix, faut bien qu'on le rappelle, avec cette liste, on porte un beau combat, c'est celui qu'on appelle la paix. Et avec toutes les listes qu'on a de va-t-en-guerre, c'est quel monde on va proposer. Quel monde on va proposer à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est aussi, avec ce projet de paix, on le voit, c'est la jeunesse qu'on va attirer à faire voter pour nous. Parce que les jeunes, ils n'en veulent pas de cette Europe belliqueuse, ils n'en veulent pas de cette Europe va-t-en-guerre. Ce qu'ils veulent, c'est le vivre ensemble. Et ça, il faut qu'on arrive à le porter jusqu'au bout. Sur l'agriculture, à un moment, là, vous avez parlé des CETA, tout ça, mais sur l'agriculture, il y a eu la bataille des agriculteurs, et puis je pense qu'il faut qu'on revienne aussi là-dessus, parce que la bataille, c'était que les agriculteurs vivent dignement de leur travail. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour ça. Mais comme a pu le rappeler Léon Desfontaines à un moment, c'est que pour que les agriculteurs vivent dignement de leur travail, il faut que les Français puissent acheter les productions françaises. Il faut bien le rappeler, c'est que pour acheter les productions françaises, il faut qu'on augmente les salaires et les pensions de retraite. Et ça, il ne faut pas oublier de le dire, parce que c'est aussi ça. Pareil, sur l'agriculture, il y a deux victoires que j'ai envie de partager aussi avec vous quand même, qui ont été portées par André Chassaigne. Ça a été les retraites agricoles quand même, parce que ça a été une victoire portée par le Parti communiste. Et aussi l'instauration du prix plancher qui vient d'être mis à l'ordre du jour. Donc c'est aussi deux victoires, il faut aussi en parler, que c'est des projets qui sont portés par les communistes. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Merci Sigrid, merci Sylvain. Je pense qu'on a avancé dans ces enjeux pour les européennes. Il nous reste 2 mois et demi. Le chantier est vaste, hein. On a abordé de nombreuses questions. Ceci étant, il y a peut-être 2-3 choses à mettre en avant, enfin se mettre dans la tête pour donner un peu du sens à la campagne qu'on doit mener. D'une part, les gens se sentent loin, mais progressivement, quand on va s'approcher du 9 juin, les oreilles vont s'ouvrir un peu plus. Ça, c'est une première chose. Le travail que l'on a à faire autour de nous, c'est de créer les conditions pour que les gens qu'on connaît, les gens dont on connaît les idées, les préoccupations, eh bien, qu'on se fasse sa liste et qu'on se dise un tel, je vais lui parler de la paix, un tel, je vais lui parler de l'environnement, je vais lui parler du CETA, de façon à ce que très rapidement, autour de nous, on arrive à rassembler des gens, élever le niveau de conscience, de façon à ce qu'ils ne soient pas sensibles à toutes les propagandes de dernière minute, avec tous les coups fourrés qu'on peut lancer dans les dernières minutes sur les médias pour faire reculer le vote pour notre liste. Donc, cibler notre électorat, c'est bien être conscient qu'il y a eu, par exemple, dans le Loiret, environ 7500 électeurs qui ont voté Fabien Roussel. Eh bien, créer les conditions pour que ces 7500 votent à nouveau pour la liste de Léon Desfontaines et en trouver quelques autres et aller jusqu'à 10 000 dans le Loiret, voire plus si on peut.
Donc c'est abordable, c'est possible. L'enjeu des élections, c'est aussi les procurations et l'inscription sur les listes électorales. L'Humanité le rappelait cette semaine, il y a 10 000 personnes qui sont soit non inscrites, soit mal inscrites, c'est-à-dire inscrites chez papa-maman alors que ça fait 5-6 ans qu'ils ont déménagé. Et puis, dans les milieux populaires, les gens bougent plus pour des raisons économiques, vont changer plus souvent et ne vont pas penser à s'inscrire à nouveau. Donc, quand on aborde la question des élections, n'oubliez pas d'aborder la question de l'inscription et n'oubliez pas de parler de la procuration pour ceux qui ne seraient pas disponibles. Ce sont des outils indispensables. On mène le combat, on mène le dialogue avec les gens. Bon, s'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, on n'a fait que la moitié du chemin. Voilà ce que je voulais avancer. Enfin, la paix, c'est vraiment un élément déterminant. On nous dit à gauche, vous n'êtes même pas mis d'accord. C'est vrai. Bon, il y a plusieurs listes. Mais s'il y a plusieurs listes, c'est parce qu'il y a des problèmes politiques. Est-ce qu'on peut se mettre avec Luskman qui propose une politique 20 ans guerre en disant il n'y a rien à négocier avec la Russie? Est-ce qu'on doit défendre le ferroviaire et soutenir ceux qui condamnent la ligne Lyon-Turin qui va enlever des millions de camions des routes? Donc il y a effectivement des difficultés pour rassembler toute la gauche, mais ce n'est pas une question d'entente au sommet, c'est une question de problème politique. Et qui doit trancher ces problèmes politiques? Ce sont les électeurs. Donc, nous appelons les gens à bien prendre conscience des difficultés qu'on rencontre dans ce domaine. La menace sur les services publics, nous, on ne les a jamais mis en cause, les services publics. On les a défendus bec et ongles. Nous n'avons pas été au pouvoir en 2012, si je ne me trompe pas. Donc, il y a bien des difficultés, effectivement, avec certaines forces de gauche. On doit mettre en avant et mettre ça dans les mains des électeurs. Voilà, chers camarades, on a prévu un encas pour se restaurer un petit peu. Mais s'il y a des questions, j'ai vu quelqu'un qui souhaitait intervenir. Tiens, Dominique, tu peux donner, c'est juste un peu derrière toi. Bonsoir à tous les camarades. Et puis pour que Sylvain vienne à Bruxelles avec moi, il faut faire 22% ici à Orléans. Ah oui. Oui, je voulais dire quelques mots. Avant, je ne votais pas. J'étais quelqu'un qui ne votait pas. J'ai commencé en 2018 en tant que gilet jaune sur le rond-point à Lidl à Chenette, dans le Loir, à côté de Montargis. Et après, en fait, je me suis reconnu dans les propositions du Parti communiste sur pas mal de points. Et donc, depuis ce temps-là, je suis adhérent à Montargis. Et franchement, je suis assez souvent avec Fabrice sur le terrain. Et c'est vrai que moi, j'ai peur pour mes enfants, pour les enfants des autres. Par rapport au Front National, parce que moi je les appelle le Front National, pas le Rassemblement National, parce qu'elle a fait la même politique que son père. Quand je vois que Marie Le Pen va en Russie et que comment main dans la main avec Poutine, et sourire jusqu'aux oreilles, ça en dit long sur leur sujet. Ils sont contre tout, sur l'ISF. Je ne veux pas le remettre en place, bien sûr, pour ne pas taxer les actionnaires que depuis Macron 2017 qui a enlevé l'ISF, et que les Gilets jaunes demandaient. Et après, ils voulaient demander le RIC. Moi, c'est une question que... Après, ça dépend de quel RIC. Aussi. Parce que si on revient... couper les têtes ou des trucs comme ça, non, j'en veux pas. Ça, c'est hors de question. Mais moi, moi je préfère défendre, depuis que je suis communiste, je préfère défendre cette cause que je vois beaucoup de gilets jaunes, qui sont, faut le dire,
qui sont extrême droite, comme les agriculteurs. Parce que Marie Le Pen, elle monte dans un bon tracteur. Mais il fallait mieux qu'elle a, franchement, s'il est pour le monde du travail, comme elle fait croire aux gens, il fallait qu'elle monte dans un tracteur pas comme celui-là. Voilà. Je crois que c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Je te remercie pour ton témoignage. Je voulais dire, je crois qu'il n'y a qu'un tour. Oui. Parce que j'ai une voisine. Tout à fait. Moi, j'attends que les gens ils votent le premier tour et je voterai. Ah non, un seul. Il y a un seul tour. C'est à la proportionnelle, chaque voix compte. Donc, pas de magouille de vote utile. On vote pour ses idées, pour la liste qu'on préfère. Tu pourras le dire à ta voisine. Merci, camarades. On va partager le pot de l'amitié et grignoter un peu.